Salut à toi! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet intéressant, que rapporter du Japon quand on part faire un petit voyage. Générique. Alors voilà, beaucoup de gens me disent oui, je vais ramener un appareil électronique, je vais ramener un appareil photo, je vais ramener plein de choses. Bon, bref, une PlayStation encore, que sais-je? Bon, je dis ouais, mais vous avez les mêmes en France. Ou pratiquement les mêmes en France. Pourquoi le Japon? Alors peut-être oui, peut-être il y a une TVA à 8% au lieu de 20%. D'accord, ok, très bien, je peux comprendre les raisons fiscales. Mais non, je vais vous dire ce qui est intéressant de ramener du Japon et qui vaut la peine. Vous savez, le peuple japonais traditionnellement a quand même une idée de recherche de la perfection dans tout ce qu'ils font. Je vais vous raconter une petite anecdote au passage qui est assez croustillante et qui met bien en lumière mes propos. Vous savez que j'ai travaillé 12 ans au Japon, je travaillais pour le compte d'une société dont je tairai le nom, mais qui faisait des équipements électroniques, et ils étaient particulièrement fiers de leur système comment dirais-je, d'entretien. C'est-à-dire que quand une carte électronique avait une défaillance, il y avait des systèmes de LED, de diodes électroluminescentes, rouge, bleu, vert, qui permettaient très rapidement au technicien qui intervient sur la machine de diagnostiquer où se trouve le problème et la panne, et de pouvoir très simplement accéder à la panne. Donc d'un point de vue spatial, l'architecture du produit avait été prévue pour que les mains du technicien puissent accéder partout et pouvoir retirer la carte défaillante et la changer immédiatement, d'avoir un gain donc d'entretien extraordinaire. Et c'est vrai que c'est pas idiot. Et cette idée, ce concept, ces brevets, cette société voulait les vendre aux grands électroniciens japonais, et donc nous voilà partis en rencontre. Et nous rencontrons donc des gens importants chez un électronicien japonais, et je vois que la personne parle du dispositif, de tous les avantages de cette méthode. Et là, le japonais, très courtois, très, disons, aimable, nous dit avec un léger sourire, ce que vous faites c'est vraiment super, mais vous savez, nous, notre matériel, eh bien il tombe pas en panne. Voilà. Et je crois que tout était dit. Les Français qui essayent de vendre des systèmes, comment mieux les réparer quand ils tombent en panne, les Japonais, eux, vont chercher toujours le cran au-dessus, à essayer de faire quelque chose qui ne tombe pas en panne. Et ça, c'est très important. Donc, je reviens à mes petites histoires de cadeaux. Cette petite anecdote, elle est assez intéressante parce qu'elle vous montre bien où on met les pieds au Japon. Dans l'idée des industriels, dans l'idée des fabricants, etc. Enfin bon, même des gens. Un artisan qui fait des sabres, il va chercher la perfection dans la création de son sabre. Donc effectivement, je peux dire qu'ils font de l'industrie comme de l'artisanat, dans le sens où il y a l'idée de chaque produit est unique et doit être fini comme une œuvre d'art. Et donc un produit électronique ne tombe pas en panne. Ça c'est la théorie, bon. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas, mais voilà, ça illustre bien, disons, la mentalité générale. Je suis sûr qu'il y a des produits qui tombent en panne au Japon, ça doit arriver, mais voilà, il y a des rappels de véhicules chez les grands constructeurs. Je ne veux pas mettre une société en avant en particulier, mais c'est des choses qui arrivent dans le monde industriel pour tout le monde. Les cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut se ramener comme souvenir, cadeau souvenir du Japon? Alors moi je vous dis, n'allez pas chercher une PlayStation 4, bon si vous avez envie vous le faites, c'est pas le problème, mais vous l'avez en France. Par contre, ce qu'on regarde pas trop, ou pas assez, c'est leur papeterie. Ouais. La papeterie qui est développée au Japon est d'une toute beauté et d'une grande finition et toute beauté, et l'état d'esprit de la perfection est conservé même dans le domaine de la papeterie. Alors je vais vous prendre quelques exemples et ça c'est intéressant. Je vais vous prendre l'idée du critérium. Vous voyez ce critérium, donc c'est un critérium japonais. Alors je dis vraiment avant, j'ai aucune action, aucun intérêt
industriel ou financier dans les boîtes de lesquelles je parle. C'est juste mon expérience d'utilisateur, et puis de toute façon ils font des bons produits, donc bon, j'hésite pas à en parler quand je mets le doigt dessus. Donc ici on a donc un critérium de la marque Uni, hein, et ça s'appelle les Kulu Toga. Kulu, on a un petit sigle, alors je sais pas si vous pouvez le voir là ici, avec un petit cercle. Quand à première vue, c'est un critérium standard, mais quand on approche le regard, et là la caméra, si je pointe, ça va flouter, donc vous le verrez pas, mais si on approche le regard très proche ici, là, on voit une roue dentée. Effectivement, on voit une petite roue dentée. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc c'est un critérium 0,5, hein, voilà. Mais il a une petite roue dentée. Eh bien, écoutez, je vais vous dire. Il y a dedans un système qui emmagasine l'énergie cinétique de l'écriture, qui fait tourner la roue dentée et qui entraîne la mine dans ce mouvement de rotation. C'est-à-dire que la mine, quand vous écrivez, est en permanence en train de micro-tourner, ce qui fait que vous avez toujours la mine qui est taillée en pointe et des deux côtés. Et donc vous avez un trait qui est en permanence continue et qui a la même épaisseur. Donc, il y a un mec, ou plusieurs mecs, qui ont pensé à ça. C'est des trucs, je sais pas, je veux dire, on va pas dans notre raisonnement à perfectionner le critérium jusque-là. Ça vaut 2 €, peut-être un peu plus, 3 €. Et tout le monde a ça. Les mecs là-bas, ils mettent des médailles d'or sur les critériums. Hein, voilà, donc en japonais, un critérium, ça se dit sharp pen. Donc il y en a de plusieurs couleurs, hein. Bon voilà, il y en a des bleus, il y en a qui ont des images, des dessins, bon mais l'idée c'est ça. En 2016, je vais au Japon dans un loft, je sais plus où c'était, Shinjuku, Ikebukuro, je sais plus, une grande station, il y avait un loft. Je vais au rayon, ça devait être Shibuya, ouais. Je vais au rayon donc papeterie, parce que moi j'aime bien le dessin et tout, comme vous le savez. Et je vois posé sur une étagère, un petit promontoire là qui tenait le critérium, ce critérium-là, ce modèle-là, pareil pour 3-4 €, hein, c'est pas des montants extraordinaires, médaille d'or 2016 du critérium. Je regarde, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? À première vue, c'est un critérium de base. Vous le regardez, vous allez voir la tête du critérium. La tête est souple, il y a un amortisseur dedans, bon, un petit ressort. Eh bien, le dispositif, il a été pensé pour tenir serré la mine jusqu'à 0,5 mm, un demi-millimètre. Donc, on n'a jamais un demi-centimètre de bout de mine qu'on est toujours en train de faire comme ça pour accrocher. Non. Le critérium tient la mine jusqu'au bout. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des mecs qui se sont dit non, c'est chiant d'avoir la mine qui dépasse et de devoir. Donc, on va adapter, on va faire un dispositif pour maintenir le critérium jusque-là. Vous voyez, c'est à travers deux petits exemples de la vie quotidienne, on voit à quel point le recherche de la perfection. Mais c'est pas tout. Je vais vous donner encore d'autres exemples. De la papeterie. C'est pour ça, ramener des objets de papeterie, parce que c'est vraiment un cran au-dessus et c'est pas plus cher qu'en France. Quand vous voyez en France qu'on vous vend dans les rayons des grandes surfaces, quand vous connaissez ce qui se fait au Japon, oui. Et tous mes copains japonais qui vivent en France, ou copines, qui vivent en France, chaque fois qu'ils vont là-bas, ils ramènent un lot de critérium, de matériel, de papier, de trucs, parce que bon, voilà. On va prendre les pochettes plastiques. Vous savez, les pochettes plastiques où on met des chemises, en fait, plastiques, où on met des documents dedans. Regardez. Voilà, j'ai acheté ça à Leclerc, mais c'est pas parce que c'est Leclerc, ça aurait pu être n'importe quelle grande surface. Voilà, la pochette plastique, ils vendent ça par lot de 10. Vous avez une pochette plastique où vous mettez des affaires là-dedans. Hein. Bon. Voilà, vous voyez, bon, la pochette plastique japonaise, elle est là. Ça a quand même une autre gueule, hein. Vous voyez? Elle tient, il n'y a rien, il n'y a pas de document dedans, c'est comme l'autre, mais ça tient.
quand vous présentez un papier, des documents à quelqu'un, comme ça, eh ben ça a une autre tenue que ça. J'ai un autre à dire, vous le voyez, la preuve par A plus B, quoi. Et moi j'aimerais que l'industrie française soit au niveau japonais, hein, mais je sais pas. On n'y arrive pas, on n'a pas l'état d'esprit, j'en sais rien. Je vais vous penser une autre chose. Une agrafeuse. Oui, une agrafeuse. Celle-là aussi, elle a reçu une médaille. Vous voyez, donc nous on met plutôt des médailles sur le pinard. C'est bien, hein, j'adore le pinard, hein, faut pas du tout critiquer nos bons produits français. Mais voilà, donc eux ils mettent des médailles notamment sur les agrafeuses. Alors qu'est-ce qu'elle a cette agrafeuse? Bon, sa finition est parfaite, il n'y a rien à dire. Le fait est qu'elle a un ressort amplificateur de force. C'est-à-dire que vous agrafiez 2 pages ou 20 pages, bah, vous avez exactement la même force à mettre. C'est pareil. Je vais vous en présenter un exemple. Voilà, là j'agrafe 3 pages, tac, j'agrafe 10 pages, juste pour l'anecdote, ou même plus que 10 pages, j'ai une vingtaine de pages là. Pareil, j'ai mis exactement la même force. Alors en vidéo peut-être que ça paraît pas bien, mais voilà, vous avez ce type de choses. L'agrafeuse, alors vous savez, ils ont pensé à tout dans cette agrafeuse. Hop, les recharges elles sont là. Donc voilà. Hop, on a toujours sa petite recharge en cas qu'on tombe en panne, on peut en remettre tout de suite. Parce que là, ça va. Le problème, c'est que il faut toujours acheter des recharges. Maintenant, le fin du fin, et vous allez voir. Alors, il y a des mecs là-bas, ils ont inventé l'agrafeuse sans agrafe. Ouais, l'agrafeuse sans agrafe. Non mais, oh sérieux, l'agrafeuse sans agrafe. Fallait y penser, mais c'est le truc comme ça incroyable. Donc, bon. Pour être honnête, j'apprécie pas trop parce que la façon comment ça agrafe, en fait, ça fait un trou dans le papier, ça le plie de façon assez propre, en fait, et ça le reboucle, ça fait un petit nœud, en fait. Donc ici, je sais pas si on peut le voir à la vidéo, mais on coince le papier dans la fente, là. Et là, ici, il y a un système là qui accroche et qui retourne le papier sur lui-même et qui qui l'attache. Regardez, là, je vais vous montrer. Là-dessus, ils disent qu'on ne peut pas agrafer plus 10 pages. Alors, je crois que c'est surtout intéressant pour les gens, par exemple, qui sont dans les crèches, qui ont affaire à des bébés, qui veulent agrafer des documents, et qui veulent pas que les bébés se blessent avec les... Donc ça, c'est pas mal. Si on est là dans ce genre de contexte, je pense que c'est pas mal. Ouh là là, j'ai touché le micro. Mais regardez, donc là, je mets les feuilles. Donc j'ai bien mis les feuilles là. Je rentre là le poinçon, assez précisément, je lâche, je sors le truc, et on a quelque chose d'à peu près comme ça, qui se passe. Alors, je vois plus la caméra, mais j'espère que vous la voyez. Voilà, c'est quelque chose comme ça, et on voit que donc le papier a été replié et inséré au-dessus. Voilà. Donc, c'est ça. Je reviens aux agrafes classiques, parce qu'il faut parler des agrafes classiques. Il y avait un point donc, de mon ancienne agrafeuse, qui est là, la blanche. C'est de l'agrafe en elle-même, une fois qu'elle est plantée. Ici, alors peut-être on la voit pas bien, mais vous passez le doigt dessus, il n'y a aucun relief. C'est exactement au niveau du papier. Exactement au niveau du papier. Et de l'autre côté, c'est particulièrement propre. On n'a pas les griffes qui re-rentrent, qui ressortent de l'autre côté, enfin bon, vous voyez le délire. Eh bien écoutez, c'était ça, donc, et puis bon, enfin, c'est ce que j'ai trouvé, mais je suis sûr que si on passe au scanner tout le rayon papeterie japonais, on trouverait des trésors et des bijoux de choses, d'objets, qu'on n'a pas ici. Je pourrais également parler des films plastiques qu'on utilise en cuisine. Les films plastiques qu'on a en France... Je vais pas de commentaires. Et tester les films plastiques, allez les acheter au Japon, et vous allez voir comment c'est, mais c'est le jour et la nuit. En France, tire, ça se plie, ça arrive pas, ça accroche, il faut s'y reprendre 3 fois. C'est... Japon, c'est... presque comme un rouleau de papier de toilette, quoi. Enfin, et hop, et le plastique est épais. C'est exactement, il y a autant de différence entre ça et ça. Alors,
ce que vous disent, hein, quand vous parlez un peu avec les industriels français. Vous vous rendez compte, faire ça, ça coûte un max, on peut pas. Les Japonais le font, hein, et ils font ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Et il y a ce souci de la perfection. Voilà, il y a ce souci de la perfection, l'idée d'aimer son travail, l'idée d'aimer l'entreprise pour laquelle on travaille, de dire on va faire le maximum et on veut quelque chose de parfait. Parce que les pannes, ça coûte cher à une entreprise. Alors je sais qu'il y a tout un second business de panne. On vend nos matériels sur les arguments de la panne. On est géniaux, hein, franchement. Mais qu'est-ce qu'on... Je sais pas, pour moi c'est encore des énigmes. Alors peut-être que j'ai le cerveau qui tourne à l'envers à cause justement de mes 12 ans passés au Japon. Je pense pas que les Français soient débiles. Non, les Français sont des gens qui ont de très bonnes idées, qui savent bien penser les choses. Simplement, ça c'est clair, il y a un gros problème, en tout cas moi ce que je le ressens au quotidien, de mise en pratique, de mise en opération, en logistique. Là, à la poste, j'en parle même pas, mais à la poste, mais c'est n'importe quoi, vous recevez les colis, ils sont perdus, cassés, etc. Enfin, moi j'hallucine, quoi. Pour avoir acheté 2 lampes sur Amazon pour tourner, je les ai fait venir là, j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Entre les colis perdus, écrasés, cassés, j'ai repris 3 fois. 1 mois pour avoir des lampes. Mais c'est qu'un exemple. Je pense que si nos industriels étaient dans un environnement où la logistique, c'est-à-dire un pays où la logistique fonctionnait mieux, déjà ça les aiderait aussi. Ici, il me semble qu'on n'a pas un environnement extraordinaire à ce niveau-là. Enfin, on peut mieux faire. Moi, je critique personne. Je dis pas c'est les postiers, c'est la poste, machin. Non, c'est juste un constat général. C'est comme ça. Il y a sans doute des raisons. Mais voilà, moi je ne peux que constater les différences. Voilà. Donc, aller au Japon, c'est aller dans le pays de la perfection, c'est une philosophie, c'est une approche, c'est essayer de faire toujours de son mieux, c'est l'école de l'humilité, c'est mettre son ego de côté et puis surtout se mettre au travail. Voilà. Donc c'était une petite vidéo qui parle ni de japonais ni de toi, mais d'une anecdote sur le Japon qui me semble intéressante à partager avec vous. Allez, à très bientôt. Salut, au revoir.